Ladies and gentlemen, this is the news bulletin over for you Media Africa with debut in the French language with you Bala. Bon après-midi. Greetings to you, Dix Nabissé. Pour cette première partie en langue française, nous débutons du côté de la République démocratique du Congo. Kinshasa salue la décision du Conseil de sécurité de l'ONU qui a donc décidé le mardi 20 décembre 2022 d'assouplir l'embargo sur l'exploitation d'armes vers la République démocratique du Congo. Le camp présidentiel salue cette décision qu'elle met d'ailleurs à l'actif de la diplomatie Antoine Tshisekedi. Cependant, d'autres raisons fondamentales et non négligeables auraient également pesé de leur poids pour donc faire réfléchir les Nations Unies. Et dans ce reportage, Assam Zili nous revient avec plus de précision. Le Conseil de sécurité de l'ONU a assoupli le régime de sanctions d'acquisition d'armes qui pesait depuis plus de 2 décennies sur la République démocratique du Congo. Cette mesure exigeait que le pays informe le Conseil de sécurité et ses 15 membres de toute vente d'armes ou d'aide militaire à la RDC. Du côté de Kinshasa, cette mesure a été saluée et est perçue comme une justice réparée, car la notification sur l'achat des armes était considérée comme un obstacle bureautique inutile. Si au sein du camp Tshisekedi, on salue la diplomatie du chef de l'État qui a fonctionné auprès des membres du Conseil de sécurité, pour certains observateurs, d'autres raisons majeures peuvent avoir favorisé la levée de ce verrou au sein de l'ONU. Il est important de relever que la MONUSCO est depuis plus de 20 ans au Congo dans le cadre d'un mandat international, à la fois en tant que force de maintien de la paix, en tant que force d'interposition. Malheureusement, avec dans le contexte actuel, nous avons d'ailleurs invoqué, je voudrais ici convoquer les éléments de langage du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a affirmé il y a quelques mois que les groupes armés qui sévissent du côté de la République démocratique du Congo sont mieux armés que les casques bleus. C'est donc un constat d'échec justement de la mission des casques bleus de ce côté-là. Je pense que les autorités congolaises devraient tirer toutes les conséquences de droit avec au sein l'assentiment, n'est-ce pas, du mandat international, notamment des Nations Unies. Ça, c'est la première raison pour ce qui concerne cette levée, n'est-ce pas, d'embargo sur l'identification d'armes qui vient d'être justement votée du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies. La seconde raison, c'est quoi? C'est que nous notons que dans le contexte du multilatéralisme actuellement porté par d'autres pays émergents ou d'autres grandes puissances, la Russie est en train d'arriver actuellement au Congo, ce qui est une alternative justement aux autorités congolaises par rapport à la situation actuelle. Donc, la communauté dite internationale est donc sous pression. Il fallait donc agir vite et il faut quand même noter que dans le même contexte de levée de l'embargo sur l'identification des armes stratégiques au Congo, le mandat de la MONUSCO a été renouvelé d'1 an. Je crois qu'il s'agit à la fois d'une contradiction, mais en même temps ça peut se comprendre parce qu'il faut prendre un peu de temps à ces forces-là pour se démobiliser, notamment transporter le matériel militaire qui est assez lourd, et démobiliser les hommes. Voilà ce qu'on peut dire par rapport justement à cette actualité majeure qui concerne la levée de l'embargo sur l'unification des armes stratégiques en RD Congo. Malgré les nombreuses manifestations en RDC contre le déploiement jugé inefficace des casques bleus sur le terrain, le Conseil de sécurité de l'ONU a également voté en faveur d'un renouvellement d'1 an du mandat de la mission de maintien de la paix en RDC, en abrégé MONUSCO. Cette dernière est d'ailleurs appelée à être un appui pour les élections générales de décembre 2023, durant lesquelles la question sécuritaire sera un enjeu majeur.
Et puis donc du côté de la Côte d'Ivoire, le procès des attentats de Grand Bassem en Côte d'Ivoire connaît donc un nouveau rebondissement. Le procureur de la République requiert la peine à perpétuité pour les 4 accusés qui justement il est reproché des actes de terrorisme, d'assassinat et détention d'armes à feu entre autres. Et Kouetchou a suivi pour nous cette actualité, son reportage. La justice ivoirienne requiert la peine à perpétuité contre les 4 accusés dans le procès des attentats de Grand Bassam. La ville balnéaire ivoirienne avait fait l'objet d'attaques djihadistes en 2016, avec un bilan de 19 morts, dont la majorité des victimes étrangères. Au cours du procès qui se tient depuis fin novembre, le procureur de la République dans cette affaire, Richard Adou, a réclamé la perpétuité selon lui, une peine exemplaire et dissuasive pour les accusés présents, mais aussi pour les 14 autres en fuite. Accusés d'actes terroristes, assassinats, détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre et de complicité des dits faits, les 4 accusés présents à l'audience sont particulièrement soupçonnés d'avoir été des complices de l'attaque, en aidant les cerveaux de l'opération dans le repérage notamment. Rappelons que cet attentat avait été revendiqué par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et constituait la première attaque du genre survenue en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, vous regardez la chaîne panafricaine For You Media Africa et bien sûr c'est le bulletin d'information que nous suivons donc du côté de l'Éthiopie. Le gouvernement fédéral éthiopien et commandant également supérieur du Tigré sont réunis depuis hier à Nairobi au Kenya et durant 3 jours cette réunion doit mettre en œuvre un accord permanent de cessation des hostilités au Tigré et comme convenu à Pretoria en Afrique du Sud le 2 novembre dernier. Quoi-tu dans ce reportage nous donne plus de précisions? 3 jours, c'est le temps que va durer à Nairobi au Kenya la réunion consultative d'accord de paix entre les représentants du gouvernement fédéral éthiopien et les commandants supérieurs du Tigré. Les 2 parties qui se sont rencontrées le 21 décembre doivent discuter au cours de cette réunion de la mise en œuvre de l'accord permettant la cessation des hostilités signé à Pretoria en Afrique du Sud le 2 novembre dernier. Le désarmement et l'adoption des termes en référence sont les points saillants de cette rencontre qui vise à fournir à l'Union africaine et aux observateurs du conflit tigréen les informations nécessaires à la mise en application de l'accord de paix pendant toute sa durée. Le 5 décembre dernier, les rebelles de la région du Tigré ont affirmé avoir retiré 65% de leur effectif des lignes de front, une information jusqu'ici non vérifiée du fait de l'absence d'une équipe de suivi de l'Union africaine sur le terrain. Merci à vous, Kouetchou. Nous nous dirigeons donc du côté du Bénin où la Commission électorale nationale autonome en abrégé Sénat a donc procédé à la nomination par décision des points focaux communs devant porter assistance aux coordinateurs d'arrondissement lors des élections législatives du 8 janvier 2023. Eh bien, cette opération marque une étape décisive dans la préparation de ce scrutin très attendu. Alors combien sont-ils exactement et bien sûr que feront-ils réellement pour donc survenir à ce qu'ils veulent faire sur le terrain? Eh bien élément de réponse dans ce reportage signé Guéné. Comme attendu, c'est par décision que la Commission électorale nationale autonome a procédé à la nomination des points focaux communaux, une opération qui s'inscrit dans le cadre des élections législatives prévues le 8 janvier 2023. L'article 2 de la même décision définit par ailleurs les attributions des différents points focaux appelés à porter assistance aux coordonnateurs d'arrondissement dans les communes où ils seront déployés. Concrètement, selon cet article, les tâches qui incombent au point focal communal sont la réception du matériel électoral au niveau du chef-lieu de la commune, la répartition du matériel électoral par arrondissement, la veille électorale au niveau de la commune, et le relais entre la Commission électorale nationale autonome et les coordonnateurs d'arrondissement. Aussi, la décision de la Sénat en son article 3 précise que ces points focaux communaux vont recevoir une formation et signer un engagement avant leur prise de fonction. Précisons que 81 personnes sont nommées dans les fonctions de points focaux communaux par la Sénat pour le compte des dites élections législatives,
Quant aux coordonnateurs d'arrondissement, ils sont au total 546 et sont chargés de coordonner les activités. Et puis Mali, affaire des 46 militaires ivoiriens, on en parle toujours, une déclaration officielle Le Mali vient de recevoir. est donc arrivé jeudi à Bamako pour mener des discussions sur les 46 Ivoiriens détenus au Mali depuis juillet, dont les chefs d'État ouest-africains ont exigé la libération avant le 1er janvier, selon plusieurs responsables locaux. Eh bien, la déclaration ivoirienne aura un entretien avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, mais également une séance de travail avec des membres du gouvernement malien. Et de son côté, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, dont le pays assure la médiation dans cette affaire, est aussi attendu à Bamako. Il devrait donc concilier les points de vue pour donc une solution rapide au problème. Nous reviendrons justement sur cette actualité dans d'autres éditions d'information. Mesdames, Messieurs, pour la langue française, c'est tout. La suite, c'est avec vous, Jix Nabissé. Thank you, Bella. Bon après-midi, une fois de plus. Good day once more, ladies and gentlemen. This is the news bulletin of 4U Media Africa. With debut in West Africa, where West Africa has endured a lot this 2022, from coups to food crisis to climate change, its impacts and others, the region has equally had some remarkable sports all through this year, which are worth applauding for. What are all these? Find out in this report. This has been a generally turbulent year for West Africa, with a few remarkable sports. Just as the region was recovering from the post-COVID-19 economic fallout of 2020, Russia invaded Ukraine in February, with every country still feeling the impact. That led to a global disruption in supply of certain commodities, including wheat, causing a collapse of many economies worldwide, which was aggravated by domestic issues from West Africa. Amongst these factors that reshaped the socio-political landscape of the region are the cost of living, felt in almost every country, but we had Nigeria, Sierra Leone and Ghana at the helm of it. Africa witnessed the return of its looted artifacts from US, Germany, the United Kingdom and France. It's worth noting that these artifacts are sacred to the African people. Should we talk about climate change? Where torrential rainfalls, which experts attribute to climate change, triggered widespread floods in Nigeria, Ghana, Liberia, Niger, and Senegal, leaving more than 5.5 million people affected. Coup plotting was equally part of this year 2022, with the expansion of armed groups and many other factors. It's worth noting that all the same time, all these experiences have not just made the African continent stronger, but has fortified it for further challenges. Ladies and gentlemen, we now stay in West Africa this time around to talk about the Gambia, where Gambian authorities have countered a military attempt or coup attempt and arrested 4 soldiers of the Gambian army who were plotting to overthrow the government of President Adama Barrow, the government said on Wednesday. The details of the story is with your photo. The Gambian Armed Forces High Command arrested 4 soldiers linked to the alleged coup after a military operation on Tuesday, it said in a statement. Coup attempts are not uncommon in the Gambia, a tiny West African country of 2.5 million, almost entirely surrounded by Senegal, which is still reeling from over 2 decades under former President Yahya Jammeh, marked by authoritarianisms and alleged abuses. Jammeh himself seized power in a coup in 1994 and foiled several attempts to overthrow him before the loss an election in late 2016 to Barrow. His ousting was widely viewed as a boost for democracy, although there has been growing frustration with Barrow's government for its failure to address poverty and rising living costs. Based on intelligence reports, some soldiers of the Gambian army were plotting to overthrow the democratically elected government, the government said on Wednesday.
the army is in pursuit of 3 other alleged accomplices and investigation are ongoing, it added. There were no details on whether the coup attempt was linked to the previous regime. 8 ex-soldiers led by one of Jammeh's former military aides plotted to overthrow Barrow the year after they came to power. They were sentenced to jail in 2019 on treason and conspiracy charges they denied. Ladies and gentlemen, let's evoke once again the issue of the 46 Ivorian soldiers detained in Mali. While the issue of these 46 Ivorian soldiers since July in Mali is on the verge of being resolved, said the Ivorian Minister of Defense after they signed a memorandum of understanding with Abidjan. On July 10, 2022, the 49 Ivorian soldiers were arrested in the West African country, branded as mercenaries, then charged in August with attempt to attack the external security of the state and were formally imprisoned. 3 women were later released after that scenario. Several regional bodies have demanded for the release, and ECOWAS, the Economic Community of West African States, had set an ultimatum for January 1st, 2023 on the penalty of new sanctions against Mali. We stay in the West African country of Mali, ladies and gentlemen, where we now say that a coalition of armed groups in northern Mali has pulled out of a long-running peace talks based on a 2015 Algiers Accord due to what they call a lack of a political will on the part of the country's military government. The coalition, called the Permanent Strategic Framework for Peace, Security and Development, acronym the CSP/PSD, said in a statement on Thursday they would only come back to the table if talks were held in a neutral country under international mediation. As a recap, Mali has experienced 2 military coups since August 2020. From one region to the next, we'll now take you to the central part of the African continent to evoke the issue of the Democratic Republic of Congo. The United Nations Security Council eased a weapons embargo meant to curb rebel fighting in the eastern DRC earlier this week, and as the station equally seeks to renew a peacekeeping mission in the Central African nation for another 1 year. The rest of the story is enveloped in this report. The United Nations Security Council on Tuesday eased the weapons embargo meant to stem rebel fighting in Eastern Democratic Republic of Congo and renew the peacekeeping mission in the country for another year. Under the new resolution, the United Nations member states are no longer required to notify the Security Council of arms sales or military support to the Congolese government, and sales of arms to non-governmental armed groups remains prohibited. The embargo was first imposed after the end of a civil war in 2003 that left the Central African country's vast military reach east plagued by military activity. It was eased in 2008 to allow the United Nations member states to provide military supplies and assistance to the Congolese state, but required they notify the Security Council of their actions. In recent months, Congo's government has publicly protested the measure, saying that the shipments of arms intended for its fight against the M23 rebels had been blocked without specifying where or by whom. France has heard the request of the Democratic Republic of Congo to support capacity building and the reform of the Congolese armed forces. France's Deputy UN Ambassador Nathalie Brothold said in a statement. She added that the French drafted resolution was supported by Russia and China, which was amongst the countries that sell weapons and equipment to the DRC. Congo praised the decision in the government statement, saying it corrected the injustice that was preventing it from defending itself against the rebel groups, in particular the M23.
Away from security or insecurity, we wrap up this second segment of this news bulletin to now evoke the issue of economy in Nigeria. After multiple requests, Nigeria's central bank has substantially increased the limit it had set for weekly cash withdrawals, loosened restrictions it had put in place to curb the use of cash in its economy. Individuals will now be allowed to withdraw up to 500,000 Nigerian naira a week from 100,000 limit set on December 6. Companies, on the other hand, will be allowed to withdraw 5 million naira a week from a 500,000 naira limit. Haruna Mustafa, the Central Bank of Nigeria's Director of Supervision, says this measure was taken because the bank recognizes the role of cash it plays in its economy and takes into account that most Nigerians do not have bank accounts. Ladies and gentlemen, that is the end, or this is the end of the second segment in the English language with me, Jix Napse. Et pour la version française, mesdames et messieurs, je suis Bala, restez en compagnie de nos programmes car les programmes se poursuivent.